Bonjour à tous et à toutes. Et oui, c'est la rencontre suivante. Mais vous pouvez rester. Cette rencontre fait suite à un moment absolument magique que nous avons vécu, que vous avez vécu hier, avec la remise du prix des lycéens de la région. Et tous ces jeunes étaient là. Il y avait plus de 900 jeunes adolescents qui étaient venus, des élèves de seconde, des élèves de première, de tout ce coin comme ça, enfin les franciliens comme on dit. Et comme ils étaient très nombreux, eh bien, curieusement, on s'était dit, enfin pas curieusement, il fallait répartir en 3 rencontres, ce qui pouvait paraître un peu étrange. Pour ceux qui gagnaient, eh bien, je vais vous dire, l'émotion était tellement intense que les 3 fois, nous avions à la fois la joie, les larmes aux yeux. Et je vais commencer par là, peut-être avec vous, Guillaume Naï, qui avait gagné le prix roman pour On ne se baigne pas dans la Loire. C'est paru chez De Noël. Et un petit peu que vous me disiez votre sentiment déjà pour ce moment précis et comment vous avez ressenti les choses, parce qu'ils étaient là, tous les lycéens, ils étaient là. Oui, mais c'est ça ce qui est vraiment très plaisant avec ce prix, c'est qu'en fait, c'est les lycéens et les lycéennes, c'est un travail au long cours, c'est des rencontres dans les classes, c'est discuter du livre, de la littérature, de nos parcours. Donc les retrouver, avoir ce moment festif avec eux dans l'enceinte du Grand Palais, c'est assez magique. Enfin, ça donne une saveur particulière au prix. Voilà, ça veut dire que le livre, moi, il est sorti en janvier 2023, il continue de vivre. Donc c'était assez fantastique. Et je laisserai mes camarades parler, mais on le savait qu'on avait le prix, mais quand il faut sortir et qu'il y a, là, on a eu 3 fois 300 lycéens, lycéennes qui sont là face à nous, qui sont contents parce qu'ils ont voté pour nous, parce que certaines nous ont rencontrés, c'est magique. Enfin, on ne maîtrise pas l'émotion qui nous submerge à ce moment-là, quoi. Et vous, Tiffaine Rivière, alors vous avez gagné la section bande dessinée pour la distinction aux éditions de la Découverte Delcourt. C'était pas une épreuve, c'était un bonheur, non ? De rencontrer les lycéens. De vivre ce moment en 3 morceaux, en fait. Oui, en fait, après 2 ans, vraiment tout seul devant une planche de dessin, avoir en 3 fois 800 personnes devant soi, c'est complètement fou, parce qu'en fait, comme ils nous ont applaudi, comme si on était des rockstars, c'était vraiment dingue. Et surtout des gens de 16-17 ans, ça me touche particulièrement, parce que c'est un public que je trouve pas si facile à aborder, parce que moi, c'est pas du tout mon âge maintenant. Donc, ouais, c'était fou. Et puis, en fait, comme ça fait suite à plein de rencontres, ça donne envie de le prolonger, de rediscuter avec les gens derrière. C'était vraiment, vraiment génial. Alors, c'est la même question pour vous, Sofia Karampali-Farhat, pour Zaatar, qui est publié aux éditions Bruno Doucet. Bruno Doucet qui est tout près, là, hein, sur le stand Région Île-de-France. Pour vous, Sofia, moi, j'étais impressionnée parce que vous aviez les bras grands ouverts, en fait, et beaucoup d'émotions. Et les 3 fois, l'émotion, elle était la même et en même temps différente. Pour moi, c'était incroyable ce moment, et notamment le fait que ce soit un prix lycéen. Les prix lycéens, c'est des prix qui touchent vraiment droit au cœur, parce qu'ils sont attribués par des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude aussi d'avoir accès, moi dans mon cas, à la poésie, qui peut faire peur, qui peut impressionner. Et là, en fait, c'est eux et c'est elles qui sont venus les bras ouverts. Moi, j'ai fait juste... j'ai retourné le câlin en quelque sorte hier, et ça m'a émue. Et je pense que oui, ça s'est fait en 3 fois, mais je pense que même ça se fait en 10 fois, je vais repleurer. J'aurais jamais cru que c'était possible pour moi, et c'est énorme. Donc je suis très, très heureuse. On va rentrer un peu quand même d'abord dans les livres. Après, vous raconterez vos expériences dans ces lycées. Mais Guillaume Naï, moi, ça m'a fait
peut sourire que pour ce livre, on ne se baigne pas dans la Loire, parce que je vois premier roman, mais c'est pas du tout un premier roman, dites la vérité. Non, mais ça, c'était des discussions qu'on a pu avoir. Enfin, c'est un premier roman vieillesse, adulte. Moi, je suis publié en jeunesse depuis 2016. La question qui se pose à ce moment-là, quand même, quand on sort ce premier roman, c'est de savoir qu'il y a une appétence particulière de la part des librairies, des journalistes, de la presse, sur le format premier roman et sur certains prix. Donc, on s'autorise à dire, voilà, premier roman, mais adulte, sachant que c'est vrai que moi souvent je le dis en rencontre aussi, ça n'aurait pas pu être mon premier roman. Parce qu'en fait, ce que je m'autorise à faire dans ce roman en termes d'écriture, de liberté, de sincérité, de livrer des choses de moi, eh ben, ça demande, ça a bénéficié aussi de toute la confiance que j'ai pu avoir de certaines maisons d'édition dans mon parcours qui m'ont autorisé à écrire de cette manière-là, de la même manière que j'ai mis du temps à m'autoriser à écrire. Et c'est aussi ce que je disais hier aux lycéens, lycéennes, c'est que ça prend du temps en fait. Enfin, et puis Tiffaine, je pense que tu en parles bien aussi dans la distinction de comment on s'autorise à aller vers un univers qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas forcément culturel, littéraire, comment on s'affranchit des cases dans lesquelles on veut nous enfermer parfois ou dans lesquelles on s'enferme surtout soi-même. Donc oui, premier roman, mais en fait, je pense que c'est le 10e ou 11e. Et quand vous avez décidé de l'écrire, quand vous avez abordé la première page, vous vous disiez, cette fois, j'écris un roman pour les vieux. Eh bien non. Au début, non mais c'est comment ça naît l'idée pour un écrivain. Moi j'ai lu un article. J'ai lu un article de presse qui parlait d'un drame qui était survenu dans la région où j'ai grandi, dans le Maine-et-Loire. Et en lisant l'article, je me suis dit, c'est le Maine-et-Loire, c'est des paysages que je connais, c'est les bords de Loire. Il y a des gamins qui se sont noyés en 1969, 19 gamins qui sont morts noyés dans l'effondrement d'un banc de sable. Et tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas entendu parler de ce drame? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tabou autour de ça? Et je ne sais pas si c'est mon inconscient d'écrivain, s'est dit en 3 minutes, je vais écrire quelque chose autour de ça. Et en fait, les premières pages que j'ai écrites, c'est la Loire. C'est la Loire qui est devenue un personnage au fur et à mesure de l'écriture. Et parce que c'était ça ma connexion avec l'histoire, c'était de dire, c'est des lumières que je connais, c'est mon enfance. Et c'est le premier roman que j'ai écrit qui se situe dans la région où j'ai grandi. Et quand je parlais tout à l'heure de ça n'aurait pas pu être mon premier roman, peut-être qu'au départ, j'ai eu besoin d'aller chercher, explorer d'autres, même univers, régions, territoires, avant de m'autoriser à me reconnecter vraiment avec cette part de moi un peu inconsciente de qu'est-ce que ça me racontait, cette histoire d'enfant grandi en bord de Loire et qui est mort noyé, qui a bravé cette injonction. Donc les premières pages, elles sont nées comme ça, et ensuite les personnages ont été créés. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, il y a un des personnages qui est problématique, le directeur de la colonie dans lequel ça se passe. Et là, j'ai basculé du côté adulte, mais résultat, en fait, je suis énormément lu par les jeunes, par les ados. C'est sélectionné en prix lycéen, ça vient de gagner le prix lycéen. Donc ce qui est chouette, c'est que ça décloisonne aussi la littérature jeunesse, ado, adulte. En fait, il y a un moment, on a des personnages. Qu'est-ce qui nous touche en tant qu'ado dans ces personnages, au-delà de la catégorie à laquelle est renvoyé le livre? Ça permet aussi d'autoriser plein de choses et de casser un peu les frontières, quoi. Et puis, c'est un livre, alors vous disiez, c'est lu par les ados, mais c'est un livre de l'adolescence aussi. Il y a une fraîcheur dans l'écriture, il y a une espèce d'inconscience et de légèreté, surtout au début, qui transparaît par les chapitres, par les personnages, et puis par cette écriture. Comme ça, c'est un roman de l'adolescence. Moi, ce qui me plaît, vraiment, j'adore avoir 17 ans quand j'écris, quoi. Parce que, moi, j'adore avoir 17 ans tout le temps. Oui, mais aussi. Mais c'est pour ça que j'écris tous les jours. Mais en fait, moi, j'aime bien. Je connecte à quelque chose de l'ordre de. Pour moi, le terme, c'est vraiment l'intensité. L'intensité, la fébrilité, le questionnement. Il y a l'univers des possibles qui est là, mais on ne sait pas. Il y a plein d'injonctions. Qu'est-ce que je vais m'autoriser à faire? Je ne sais pas encore ce que sera ma vie d'adulte. Et vraiment, moi, ça me parle de me connecter à cet endroit-là. C'est exactement ce que font les personnages dans cette histoire, au-delà de la noyade annoncée, de savoir que oui, il ne faut pas se baigner dans la Loire, mais qu'ils vont y aller. C'est qu'est-ce qui fait que ça va très vite, que c'est exacerbé. Et ce que j'ai aimé dans le travail avec la maison d'édition de Noël, c'est Anna Kachaturova, qui est là, mon éditrice, coucou, a respecté aussi le choix de faire en sorte que la langue, le texte, accompagne ce que dit
ce que disent les mots. C'est-à-dire que la langue, on s'autorise aussi à être intense là-dedans, à être dans un rythme, à syncoper, à aller dans plein de sens. Comme à l'adolescence, il y a une ébullition, mais comme la Loire peut l'être aussi à des moments, au moment de la noyade, alors qu'en fait, en surface, on peut être assez calme. Et donc, d'avoir cette chose un peu accidentée et d'avoir un parallèle entre le fond, qui est ce truc de l'adolescence, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je vais devenir et qui je vais aimer et qu'est-ce que je m'autorise à faire? Et la forme, la langue, vraiment, qu'est-ce que la langue permet en termes de sonorité, de musicalité, de syntaxe, de rythme. Alors, quand vous en parlez, on a l'impression que c'est très, très étudié, mais il y a enfin, je vous disais fraîcheur, mais c'est ça, l'impression que c'est vécu, que c'est jeté comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, dès lors qu'on se connecte à qui on était à 17 ans, il y a vraiment l'inconscient qui se met en place et on y va. Et en fait, il y a des choses qui sortent et en fait, on ne sait même pas forcément d'où elles viennent. Donc ça, c'est la première partie, l'écriture. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réécriture. Une fois qu'on a dit ces sentiments, qu'on les a mis sur le papier, c'est comment on fait en sorte qu'ils soient reçus par les lecteurs, lectrices d'une certaine manière et que le texte soit ciselé pour que vraiment ce soit pas juste voilà mon journal intime, mais non, en fait, on est sur un roman, c'est une fiction, il y a des personnages, il y a une construction, donc j'aime bien ne pas gommer cette fraîcheur, elle est là au départ, mais faire en sorte qu'elle soit vraiment bien reçue. Alors, Tiphaine Rivière, autre monde, autre histoire, avec la distinction, j'aime bien librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu. Au départ, on se dit, cette fille a un culot monstre, parler de Pierre Bourdieu et s'adresser quand même à des adolescents et raconter une histoire qui peut être lue par tout le monde, c'est pas votre première expérience un petit peu culottée, mais celle-ci, elle vous est venue. Comment, qu'est-ce que vous décidez de faire un jour en noir et blanc et en images et en cases qu'est-ce que vous faites avec Pierre Bourdieu, Tiphaine? En fait, il y a une histoire officieuse derrière la distinction qui est que ma première BD s'est très bien vendue, mais après j'en ai fait 2 autres qui étaient des énormes échecs commerciaux. Voilà, au moins c'est avoué comme ça. En fait, comme la première BD avait bien marché, après je pouvais vivre de la BD, ça veut dire tous les jours, je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire dessiner 10 heures par jour. Et après, premier échec, je me dis, bon, voilà, un échec, c'est un échec. J'avais pris des risques, c'était un scénario bizarre. Voilà, je vais faire quelque chose de plus classique et ça va cartonner comme la première. Et je fais la 3e BD et là, elle s'est vendue à 400 exemplaires le premier mois, ce qui est vraiment une raclée de l'espace, un truc vraiment, une fin de carrière, quoi. Et du coup, quand ça se passe comme ça, quand il y a un succès, après, on a un peu d'argent pour faire ceux d'après par l'éditeur, c'est une avance. Mais si vous faites plusieurs échecs à la suite, après, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun financement. Donc, on peut continuer à faire de la BD sur son temps libre. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut reprendre un boulot. Ça veut dire qu'il faut le faire la nuit, le week-end, comme au démarrage, quoi. Et moi, j'étais pas du tout prête à ça parce qu'une fois qu'on a goûté la liberté, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Et il y a un éditeur qui m'a donné un conseil très bon. Il m'a dit... si tu veux ne prendre aucun risque, il faut que tu t'associes à une baleine. Et en fait, une baleine dans le milieu, c'est quelqu'un qui est très connu. Donc, c'est un YouTuber qui a 500 000 followers. C'est un homme politique très connu. Et il commence à me donner des noms. Et moi, j'ai travaillé comme une dingue pour réussir à dessiner, etc. J'adore faire le scénario. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour travailler avec quelqu'un où j'aime pas son scénario, où c'est pas sa mouvance politique, c'est pas la mienne. En fait, il y a... j'avais vraiment pas envie, quoi. Et il m'a dit, t'as qu'à choisir quelqu'un qui est mort. Alors ça, c'est hyper facile parce que du coup, je me suis dit, quel est le livre qui m'a le plus marqué ces dernières années, celui qui m'accompagne tout le temps. Et en fait, la distinction, c'est vraiment un livre, une fois que je l'ai lu, j'ai plus jamais pu parler à quelqu'un sans le scanner avec la grille de lecture de la distinction. En fait, c'est vraiment un truc qu'on lâche plus jamais. Et contrairement à ce que vous pensez sur le pari, je prenais pas tellement de risques parce que la distinction, c'est illisible en fait. Ça veut dire que moi, ça m'avait pris 1 mois à temps plein de le lire parce que mon éditeur de l'époque me l'avait donné en me disant lis-le, c'est vraiment incroyable, tu peux pas avoir fait de la littérature sans avoir lu ça. Et là, il me donne un pavé de 700 pages, super dur à lire, et je me suis dit je vais pas le lire, j'ai pas le temps, mais je vais le lire un peu rapide par-ci par-là pour pouvoir lui refaire un retour. J'avais commencé en lisant les interviews, et puis une fois qu'on lit les interviews, c'est très prenant, etc. Et
bref, en fait, je me suis... à partir du moment où le livre était illisible, vraiment dur à lire, qui prend beaucoup de temps à lire, je me suis dit, quoi que je fasse, ça le rendra toujours plus accessible que ce qu'il est, parce que c'est un livre incroyable, mais on ne peut pas le lire sans avoir fait Bac+10, quoi. Donc, c'était pas tellement un pari, parce que tout le monde veut savoir ce qu'il y a dedans, mais... Mais Tiffaine, en fait, là, vous vous martyrisez parce que c'est une véritable bande dessinée avec une histoire, des interviews, effectivement, une reprise du livre, mais c'est un immense plaisir de le lire. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage au départ de professeur qui va enseigner donc, à des élèves qui se demandent un peu ce qu'il vient faire ici. Vous réintroduisez les interviews de personnes, par exemple, les repas chez les bourgeois, les repas chez les plus modestes, mais il y a quelque chose d'extrêmement agréable et de prenant. Comment vous faites pour faire ça? Parce que c'est pas simplement de dire je vais parler d'un livre illisible, dont de toute façon en BD il sera toujours plus lisible. C'est un plaisir de lecture. Merci. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à lire les livres de vulgarisation d'habitude, parce que en fait, souvent, ceux qui font de la vulgarisation, ils gardent que ce qui est essentiel. Et du coup, quand on lit que des choses essentielles, on doit être concentré tout le temps, très fortement. C'est plus facile pour moi de lire un livre d'histoire, par exemple, quand on prend le temps de raconter des anecdotes historiques pas forcément utiles, juste, j'appelle ça de la garniture, quoi. Un personnage, il est comme ci, comme ça, des descriptions, un truc qui fait qu'après, quand il y a une information importante, spontanément, c'est le lecteur qui se dit « Ah, là, on me dit quelque chose d'important ». Et puis après, on se repose. Et puis après, clac, quand on redit quelque chose d'important, c'est au lecteur de s'en rendre compte. Mais dans les livres de vulgarisation, il n'y a que de l'essentiel. Et du coup, en fait, à chaque fois, je les lâche au bout d'un moment parce que c'est trop éprouvant. Et du coup, là, j'ai essayé de faire une histoire où il y ait le moins d'explications possible. Qu'en fait, le lecteur, en suivant les personnages, les histoires d'amour, les conflits entre parents et enfants, il ait déjà compris tous les concepts de Bourdieu intuitivement. Et du coup, le moment où je l'ai dit, il a déjà compris. C'est juste qu'il a les mots pour les penser maintenant. Et donc, il est rassuré, il est soulagé d'avoir les mots, quoi. Mais je faisais en sorte vraiment de faire... J'ai essayé de faire sans explication et après, j'ai rajouté les explications dans l'histoire. C'est un travail qui a dû vous prendre quand même un bon bout de temps, non? Je crois que j'ai dessiné 1500 pages et j'en ai 300 à l'arrivée, quoi. J'ai fait beaucoup de tests, jetés, essayés. J'ai donné à mes neveux qui ont 15 ans. Je leur redonnais et à chaque fois, ils me renvoyaient mon truc en me disant ça nous est tombé des mains à la page temps, ça nous est tombé des mains à la page temps. Et du coup, ils m'ont dit rajoute des histoires d'amour, rajoute des disputes entre les parents, tous ces trucs-là. En fait, c'est eux qui m'ont dit moi, à ce moment-là, j'aurais envie de continuer si tu racontais ça. C'est formidable d'avoir des conseillers comme ça. Ouais. Tout à fait. On parlera du rythme et tout ça, mais je voudrais parler de Zaatar de Sofia Karampali-Farhat, qui est donc publié aux éditions Bruno Doucet, parce que, bon, je dirais un peu la même chose que pour La Distinction. C'est quand même culotté d'écrire de la poésie aujourd'hui. On a l'impression que la poésie, c'est quelque chose qui existe dans une niche, et vous sortez de la niche, c'est un éclatement, et on se rend compte que les lycéens qui sont venus vous voir, la poésie, ça leur parle beaucoup. Donc vous, la poésie, c'est un domaine qui vous paraissait naturel. C'est l'idée d'écrire en français aussi, c'était un challenge supplémentaire. Peut-être raconter un tout petit peu l'origine de ce livre, et l'origine de votre passion pour la poésie, et quelle belle poésie d'ailleurs. Merci. Moi, j'écris de la poésie parce que c'est nécessaire pour moi. Moi, je pars du principe qu'une poésie s'écrit parce qu'elle est nécessaire. C'est ce qui sort de l'intérieur. Je pense que, comme beaucoup d'autres genres littéraires, il y a une forme de nécessité. Pour moi, c'était la poésie. C'est vrai que ça fait niche, entre guillemets, parce que à chaque fois, la poésie, c'est ce qui, dans les rayons des libraires, prend moins de place, même si ça commence à changer, et c'est vraiment super. Merci aux libraires aussi, et merci aux personnes qui la défendent. En fait, la poésie peut faire peur, parce qu'elle est enseignée de manière très réglementée et très, peut-être parfois hermétique
pour tout le monde, mais pour moi, la poésie, c'est le synonyme de la voix. Et en fait, chaque personne a une voix. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aussi aux lycéens et aux lycéennes quand je suis intervenue. C'est que chaque personne a une voix et sa voix est précieuse, donc elle a des choses à dire. Et je leur ai dit, plus vous avez d'oppression, plus vous vivez d'oppression, plus vous vivez de division, plus votre voix est importante aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit. On vit malheureusement en France aujourd'hui dans un contexte de haine qui est en train de monter, de division, la marginalisation aussi de la langue arabe, qui est ma langue et que je trouve magnifique. Donc c'était ce genre de discours-là, c'est-à-dire écrivez, appropriez-vous de la page elle est là pour vous faire du bien. Moi, mon livre, c'est mon premier, un Zaatar, ça m'a changé ma vie. Ça fait que 2 ans que j'écris de la poésie. Et pour moi, c'était inconcevable parce que d'abord, le français n'est pas ma langue maternelle. Mes parents ne parlent pas français. Moi, je l'ai apprise à l'école dans un petit village du sud Liban, actuellement toujours bombardé, malheureusement, à côté de la frontière. Et pour moi, la poésie, elle était nécessaire parce que c'était mon cri, c'était ma voix. Et c'était soit j'écrivais, soit j'arrêtais de vivre. Parce qu'après l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, après autant de crises, après autant de guerres, et d'ailleurs je pense très fort au Liban aujourd'hui, qui fête aujourd'hui même la commémoration du début de la guerre civile qui a tué il y a 50 ans, où des familles se sont entretuées. Donc pour moi c'est encore plus symbolique, mais c'est vous dire à quel point est-ce que c'est important même pour nous, avec toutes les crises, toutes les explosions qu'il y a eu, de nous approprier en fait de notre voix, de nous réapproprier de ça. Et finalement, ce que j'ai dit aux lycéens et lycéennes, c'est ça, c'est-à-dire la poésie, c'est juste un ensemble de mots sur la page, mais qui mettent en évidence votre voix. Et au départ, ça leur semblait un peu bizarre ce que je leur disais, mais au fur des ateliers, ils écrivaient des choses, elles écrivaient des choses vraiment merveilleuses, parce que juste c'était leur voix. Et voilà, donc je suis très, très heureuse d'avoir été récompensée de cette manière par les lycéens et les lycéennes. Alors dans ce texte qui est aussi, c'est drôle parce que c'est pas la bande dessinée, mais c'est très graphique. Vous jouez avec la page, mais le mot revient, mais sans cesse. Les mots, c'est la vie, quoi. C'est ce qui coule dans vos veines. Et puis c'est cette simplicité. Par moment, vous dites, c'est tellement ramassé. Je suis née sous les bombes, je mourrai sous les mots. Les mots, mais je ne sais pas comment vous arrivez à définir, mais ils sont là tout le temps. Ils sont la vie. Oui, les mots ont toujours été là pour moi. Parce que j'ai grandi entre 3 cultures. Ma mère est grecque, mon père libanais. Moi, j'ai appris le français à l'école. Il y avait plein de mots qui se baladaient tout le temps dans la maison, mais avec plein d'alphabets. Et moi, j'essayais de les capter parce que j'étais quasiment non-verbale quand j'étais petite. Tout le monde s'inquiétait que je ne parlais pas. Mais moi, je captais, j'absorbais tous ces mots. Et je ne savais pas encore quoi en faire. Et en fait, j'ai quitté le Liban à plusieurs reprises, la guerre et tout. Donc, donc moi, je suis née quand le sud Liban était encore occupé par l'armée israélienne jusqu'en 2000. Donc, je suis née en 94. En 95, on est allé en Grèce, on est revenu. Voilà, il y avait toujours ces décalages, ce rapport au territoire et aux géographies qui était mouvant. Après, je suis venue en France. Et en fait, les mots ont toujours été là. J'avais toujours un livre à la main, que ce soit de la BD, du roman, de la poésie. La poésie est très récente dans ma vie. Hein. J'en écris que depuis 3 ans, juste avant d'écrire Zaatar. Donc, les mots ont toujours été là, oui. Mais vous dites que vous avez commencé à lire de la poésie il y a 3 ans et à écrire de la poésie. Mais qu'est-ce que vous lisiez au début en poésie? Qu'est-ce que c'était pour vous la poésie? Moi, je lisais beaucoup des auteurs et des autrices grecs, mais aussi espagnols, notamment Mahmoud Darwish, je lisais en arabe, le poète palestinien, un des plus grands aujourd'hui. Je lisais Yanis Ritsos, le poète grec aussi de la résistance communiste des années 70.
Je lisais Federico García Lorca en espagnol parce que, en fait, j'adorais lire de la poésie dans plein de langues différentes. Et c'est très drôle, du coup, que j'écrive en français de la poésie parce que je lis quasiment pas de poésie en français, à part maintenant la contemporaine. Mais je trouve que c'est ça qui est beau, c'est-à-dire prendre son inspiration dans une langue et expirer dans une autre langue. Et le livre, on a l'impression qu'il y a une évolution aussi de page en page. Il commence, hein, quasiment les premiers mots, c'est les guerres. Hein, vous parlez des guerres. Mais vous l'avez écrit, j'allais dire, dans l'ordre de publication, parce qu'on a le sentiment que c'est un livre qui évolue de page en page. En fait, Zaatar, moi je l'ai écrit en 2 semaines, donc c'est un livre qui est extrêmement court. Et c'est donc un livre, donc ça fait écrit en 2 semaines, là ça fait 2 ans qu'il vit et qu'il a une belle vie, donc c'est très drôle la temporalité parfois. Mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est venu comme un cri après l'explosion du port de Beyrouth. J'avais besoin d'externaliser quelques pages, quelques émotions quelque part, et c'est là où c'était la forme qui m'a semblé la plus naturelle, et c'est sorti. Et pour moi, il y a une forme de continuité, et merci de le dire, parce que en fait, c'est juste un cri. Ça veut dire juste dire non, ça suffit. Pour moi, c'était ça. Et commencer par la guerre et finir sur un élan d'espoir. Oui, c'est ça. C'est ça, vous finissez sur un élan d'espoir. C'est certainement ce que les lycéens aussi ont ressenti. On va en parler, mais je reviens un tout petit peu vers vous, Guillaume Naï, parce que ce qui vous rejoint tous les trois aussi, curieusement, parce que vous étiez vous concouriez dans des sections différentes, mais c'est un rythme, c'est le choix du rythme, c'est comme une musique, ça a été important, vous avez beaucoup retravaillé, c'est venu d'instinct comme votre camarade. Moi, vraiment, je vis pour la réécriture. Enfin, j'ai besoin de ça, je relis, j'explique souvent en classe. Quel que soit l'âge des élèves, enfin, ils ont l'impression que voilà, on écrit un premier jet et ça y est, c'est fini. Moi, je leur dis, bah non, mais regardez, en fait, voilà, qu'est-ce que je fais le premier jour, j'écris ça, et puis en fait, le lendemain, je relis et je change, et après, j'écris un peu, et je fais quoi après? Bah, je relis encore du début, et voilà, j'ai 154 versions de ma première page, parce que moi, j'aimerais bien, comme Sophia, écrire en 2 semaines. Moi, j'écris en 2 ans et ça vit 2 semaines. Genre, tu me donneras ton... ouais, ça doit être le talent. Non, je plaisante, voilà. Et moi, enfin vraiment, je me rends compte qu'une phrase, pour moi, elle est bien écrite quand elle sonne bien. Quand elle sonne bien, quand je la lis à voix haute et qu'elle me va. Elle me va dans le rythme, la sonorité des mots me convient. Et vraiment, souvent, je prends l'exemple du mot anorak, que je trouve plus drôle que blouson. Et donc les gens me regardent avec des yeux ronds et en fait, je n'y peux rien. Mais ça veut dire que c'est ça aussi ma sincérité, c'est de considérer que écrire de cette manière-là, c'est le reflet exactement de mon univers, de ce qui me plaît dans la langue. Et c'est ça ce que j'aime. Et tordre la langue, enfin... Je trouve ça génial. Moi, j'ai vraiment toujours... C'était comme une échappatoire pour moi. Moi, j'ai grandi dans un petit village en France, Maine-et-Loire, 1000 habitants. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans les années 80. Et la lecture, c'était une manière de m'évader, d'accéder à autre chose. Et aujourd'hui, ce que j'adore justement avec ce pouvoir de la langue, enfin, dont tu parles un petit peu, c'est l'inventivité, c'est l'horizon des possibles. Enfin, on peut faire dire des choses à la langue. Elle peut nous évoquer des univers, des émotions. Et donc, ça, oui, il y a la réécriture pour ça, pour atteindre cette musicalité, se dire, voilà, cette phrase, dans son rythme, la manière dont on va la lire, correspond exactement à où est la caméra, ou où est l'émotion du personnage, et voilà le rythme, et voilà à quoi ressemblent les bords de Loire et les sensations, les odeurs en été. Et parler l'ado, en fait, c'est pas évident. Enfin, excusez-moi, mais vous n'êtes plus un adolescent. Je savais que j'étais venu pour me faire insulter, merci. Non, je rigole. Non, je ne suis plus un adolescent, mais en fait, c'est ça ce que je trouve chouette avec la langue, c'est que, en fait, il n'y a pas un langage adolescent. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'ados qui chacune ont leurs intonations, leur accent, leur langage, leur vocabulaire, avec une langue qui se réinvente en permanence. Souvent, je prends l'exemple du mot daron. Daron a été à la mode à un moment, est devenu désuet, a été repris, finalement est utilisé à des endroits, mais pas à d'autres. Et en fait, moi, je m'autorise, mon langage ado, à moi, c'est de m'autoriser ma langue, c'est d'avoir cette liberté-là et d'avoir parfois des expressions qui peuvent paraître désuètes, mais mises dans la bouche des ados
de mes livres, elles deviennent finalement contemporaines. Et on peut se dire, bah oui, en fait, il y a une liberté là-dedans. Il n'y a pas un bon français, une manière de parler qui serait correcte. En fait, le français, justement, encore une fois, on a cette chance-là de pouvoir le réinventer en permanence. Donc oui, il y a des mots que je capte dans l'air du temps, mais le propre de la littérature, là je parle de la littérature ado, c'est qu'à partir du moment où elle est écrite, elle se démode déjà. Si je veux calquer le langage ado, le temps que le texte soit publié, on est déjà passé à autre chose parce qu'il y a une dynamique qui est là tout le temps. Donc en fait, en gros, je me fais confiance. Voilà, je me fais confiance et je m'autorise des choses. Et après, il y a un travail aussi avec les maisons d'édition de vérifier que ça se dit encore ou pas du tout. Mais parfois, je dis, mais ça se dit plus. Et bien, tant mieux. Comme ça va se redire. Comme ça, des gens vont le lire. Et en fait, on va se réapproprier ce mot que je trouve génial, que je trouve dingue. Et pourquoi il a disparu ? Et vous, Tiphaine, vous vous êtes senti libre en écrivant. Alors, il y avait Pierre Bourdieu qui était derrière vous, qui vous disait « ça va pas, Tiphaine ». Mais en dehors de lui, parler ado aussi, parler au nom de groupes de gens, enfin parler à la fois en sociologue, en créatrice, en bédéiste, je ne sais pas si ça se dit vraiment. Vous avez tout de suite trouvé votre place ? Non, pour les ados, c'était difficile. J'ai fait des public tests aussi. Mais le problème, c'est que, comme dit Guillaume, en fait, il y a plein de parlers adolescents différents. Donc moi, mes neveux, c'est des gens qui viennent de classes favorisées. Et du coup, ils me disaient, les jeunes parlent comme ci, comme ça. Mais en fait, c'était pas du tout les jeunes qui étaient mes jeunes, qui sont des jeunes de classe populaire. Et donc, du coup, j'ai assumé des choix dont j'étais pas sûre. Et quand j'ai fait les rencontres pour le prix, il y a plusieurs classes qui m'ont dit, donc je leur ai posé la question, parce que c'est ça qui m'intéressait en les rencontrant, c'est qu'eux, ils me fassent leur retour. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, on voit que c'est une dame de 40 ans qui a écrit des gens de 15, quoi. Et du coup, on a fait ce test, je leur dis, du coup, vas-y, réécrivez les passages avec votre manière de parler à vous. Et en fait, ils n'y arrivaient pas non plus, parce que c'est pas si facile d'avoir du recul, de faire soi-même sa façon de parler à soi. Et les profs aussi les aiguillaient, mais en fait, finalement, on n'arrivait pas tellement à trouver. Et il y a une BD dont je sais que c'est exactement la bonne manière de parler qui est utilisée. Et je le reconnais, mais j'arrive pas à le refaire. C'est Saison des roses de Chloé Wary. C'est une BD où en fait sa syntaxe est parfaite. C'est des erreurs de syntaxe, mais qui sont exactement les syntaxes qu'utilisent les adolescents de classe populaire aujourd'hui. Et j'ai beau la voir et me dire, là c'est parfait, c'est exactement ça. En fait, à reconstituer quand on n'a pas la musique dans l'oreille. Parce qu'en fait, faire parler une grande bourgeoise, c'est facile pour moi. Je peux penser à plein de gens de ma famille. Et du coup, je vais être vraiment parfaite. Je peux vraiment faire de la dentelle. Je sais que si je trouve que c'est la bonne sonorité, c'est que c'est la bonne sonorité. Et pareil pour les classes moyennes où je vis maintenant, en fait, pour moi, c'est vraiment une oreille musicale. Mais là, c'est des milieux, je les connais peu. Et donc, je l'ai juste entendu un peu de l'extérieur. Et là, mon oreille n'est pas du tout formée. Donc, je crois que c'est pas très bon ce que j'ai fait, quoi. Vous ne vous êtes pas accordé de la liberté de Guillaume en vous disant « c'est comme ça que je le vois et après tout, c'est moi qui ai raison ». Mais c'est raté par rapport à ceux où je sais que j'avais raison, en fait. Et les élèves l'ont dit, en fait. Même s'ils ne savaient pas toujours comment le refaire, en fait, c'était pas bien, ouais. Mais après, je trouve, c'est une bonne idée c'est une entrée dans le dialogue aussi. Enfin, genre sur c'est quoi le langage que tu utilises quand on est en rencontre. Moi, je me rappelle très bien d'une fois dans le Morvan où une ado de 14 ans m'a dit par rapport à un de mes bouquins ados, mais moi, je ne dis pas ces mots-là. Et je lui disais, mais mon héroïne, elle a 18 ans, elle est à Cherbourg. Toi, tu as 14 ans, tu es dans le Morvan. Donc déjà, pourquoi on engloberait langage inclus tous les ados dans un même sac. C'est aussi gommer les individualités. Donc oui, il y a des trucs propres à une classe populaire, favorisée, tout ça, mais encore une fois, heureusement, que chacune a sa manière de parler. Et donc, moi, je trouve ça chouette aussi d'ouvrir le dialogue par rapport à ça. Mais les mots que tu utilises, même, moi, j'ai une nièce, pareil, là, en collège, lycée parisien, et en fait, parfois, elle commençait à vouloir singer des camarades de classe, mais qui disaient, non, mais... non, en fait, tu veux calquer ce langage, mais en fait, tu ne te l'appropries pas de la bonne manière. Donc même en étant dans la même classe, en fait, ça se sent que ça n'est pas ta sincérité que d'utiliser ce langage, que tu veux ressembler à, mais en fait, autorise-toi à parler à ta manière, et c'est très bien. Alors Sophia, vous n'avez pas ce genre de problème avec la poésie. Vous aviez à la fois les règles de la poésie qui n'en sont pas, et puis vous pouviez vous exprimer comme vous voulez.
Comment ont été les réactions de vos interlocuteurs, de ces lycéens, en se disant « Oh madame, on n'aime pas la poésie, qu'est-ce que c'est ce livre ?» Comment vous leur parliez? Comment ça s'est passé les premiers temps? Déjà, juste dire que pour moi, la poésie, c'est vraiment mon espace de libération. Parce que j'ai grandi dans un climat de violence permanente, que ce soit la guerre, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi toutes les violences très patriarcales aussi dans le sud du Liban. Pareil, dans un petit village de 150 habitants, il y a eu beaucoup de difficultés aussi à ce moment-là. Donc la poésie, pour moi, c'était le seul espace où je m'affranchissais des règles. Et voilà, c'est une poésie amie. Donc quand j'arrivais dans les classes, c'est vrai qu'il y a des poèmes un peu bizarres. Enfin, la mise en page, elle n'est pas forcément toujours respectée. Il y a parfois même des alphabets dans des langues grecques, arabes. Il y a même de l'hébreu dans le livre. Et il regardait, en fait. Il me dit, mais pourquoi c'est comme ça? Et ça veut dire quoi? Et je leur expliquais justement ça, c'est-à-dire que vu que c'est mon espace de libération, c'est un peu comment je me réapproprie cette enfance qu'on m'a volée à 11 ans pendant la guerre de 2006. Pour moi, c'était quand je suis retournée à l'école en novembre, parce que la guerre a eu lieu, c'était une guerre de 33 jours, mais une guerre, c'est toujours trop long, en fait, que ça soit 33 jours, 10 ans ou un jour ou quelques secondes. Et qu'on est retourné à l'école comme si de rien n'était. En fait, moi, j'étais passée de enfant à adulte tout de suite. Et j'ai pas eu d'enfance. Et la poésie, c'est vraiment le lieu où je me suis dit, bon, bah, maintenant, est-ce que j'ai envie de mettre des mots comme ça sur la page? Bah, en fait, oui, je peux. Et pour ça, il faut aussi avoir des maisons d'édition qui jouent le jeu. Parce que, bon, il y a plein de poètes et de poétesses qui ont envie d'expérimenter des choses, mais aussi il faut que leur éditeur, leur éditrice puissent aussi accueillir ce mouvement de l'âme. Et moi, j'ai de la chance avec les éditions Bruno Doucet, qui fêtent cette année leurs 15 ans, parce qu'en fait, c'est une maison qui a toujours essayé de pousser, vraiment d'adapter la forme aussi à la voix de leurs poètes et leurs poétesses. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Et quand les élèves ont vu que elles avaient le droit de jouer comme leur voix leur disait de faire et qu'on pouvait l'accepter, j'ai eu des choses merveilleuses, moi, en atelier d'écriture. C'était incroyable. Et même, une fois, on a écrit un poème en 18 langues au lycée Mozart, au Blanc-Ménil. C'était incroyable. On s'est mis en rond et je leur ai dit, bon, bah, qui propose ce mot dans cette langue? Et hop, on la prenait. 18 langues, kurde, turc, arabe, punjabi, tamoul, enfin... incroyable. Et c'était un renforcement aussi individuel parce que voilà, leur culture était aussi mise en avant. Donc c'est super. La poésie contemporaine permet de faire ça aujourd'hui. Mais ce poème en plusieurs langues, vous l'avez? Oui, je l'ai. On peut en entendre un tout petit bout? Puis après, on reprend la conversation. Oui. Parce que c'est magnifique, ça. Ah oui. Alors... je ne sais pas si on va comprendre grand-chose, mais... c'est pas grave. Mais on y va. Alors. Hududu ulkem, drej de betewe como un arco, sta clavier supérieur men rumanatin, planted by Appa, sayek mamayangu. Bir atasozu sagde, sa kiken ki gives you ek grenade, pio catharo de un amor, يحبك من حب أصفى من النبع. O meu pai never said te amo, foi amigo. Aba abavu cathari zerodia. Romanaten edgin in September. En cada una صباح جديد. Oh, c'est magnifique, c'est bouleversant. Voilà. Bah, bravo aux élèves. C'est superbe et ça donnerait bien envie d'être à nouveau lycéenne et de venir vous voir. Alors Guillaume, vous allez reprendre derrière un poème en 18 langues. Bon courage. Vous aviez l'habitude d'aller dans les classes, de discuter avec les lycéens. Mais là, comment ça s'est passé? Il y a un côté
plus rude, enfin plus long, plus fort, plus Ah bah d'être différent. vraiment, ouais, enfin voilà, puis enfin il y a eu, enfin ce qui était super, c'est des lycées avec lesquels on a, enfin voilà, on sait qu'ils ont, que voilà, le lycée a manifesté l'envie de nous recevoir, mais encore une fois, moi j'ai plus l'habitude des primaires et des collèges, hein. Donc le lycée c'était presque nouveau pour moi via ce roman adulte. Et ce que je trouve génial, c'est, bah oui, ce truc de la rencontre d'abord, savoir aussi, enfin, quelle est la lecture de l'œuvre, du roman par les élèves. En fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même ambiance. En fait, il est 8h, midi, c'est pas la même chose. Les élèves sont pas les mêmes, ont pas vu les mêmes choses, ont pas travaillé de la même manière. Donc, c'est toujours une surprise aussi de savoir ce qu'on va livrer de soi au travers de l'œuvre qui a été découverte. Enfin, c'est une rencontre. Donc, c'est qu'est-ce que les élèves nous disent d'elles et d'eux aussi, à travers leurs questions, leurs sensations, enfin la manière dont ils ont préparé, ce qu'ils se sont autorisés à dire, à écrire aussi. On reçoit des textes, enfin il y a énormément de choses qui peuvent se passer parce qu'ils ont vu tel ou tel personnage qui leur a parlé. Puis il y a aussi la manière ouais, d'animer parfois des ateliers et d'autoriser aussi les élèves à dire mais en fait je veux surtout pas que vous écriviez à ma manière. C'est voilà, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez vous, votre singularité, qu'est-ce qui est intéressant. Moi, comme ça part d'un fait divers, je leur demande mais c'est quoi votre corpus d'événements qui vous ont parlé dans les médias? Pourquoi? Quels seraient les personnages intéressants? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Donc c'est aussi déjà livrer quelque chose d'elles et d'eux au travers de la fiction, ce que je fais. Moi, j'adore la fiction pour ça, parce qu'en fait, je peux ne parler que de moi, mais en fait, c'est pas moi, c'est les personnages. Donc, à chaque fois, il y a cette question de mais est-ce que vous racontez des choses de votre vie? Et c'est genre, non, non, pas du tout. Voilà, mais sauf que ce qui est super, parce qu'il y a quand même un truc de maturité aussi en lycée, qui fait que parfois, ils pointent quelque chose dans l'œuvre que moi-même j'ai oublié, où on me pose une question et je me dis, ah ouais, ça vient de là. Et la question fait émerger chez moi une réflexion sur ce qui s'est passé peut-être au moment de l'écriture et pourquoi j'ai écrit ça et comment c'est né et quel est le souvenir auquel c'est rattaché. Encore plus dans ce roman où on parle de mon enfance, enfin de ce que j'ai connu quand j'étais petit. Voilà, et ça c'est magique. C'est magique parce qu'on ne le maîtrise pas et je pense que l'importance de la rencontre aussi, c'est qu'eux sont sincères dans leur questionnement et c'est de se montrer sincères par rapport à ça. Voilà, mais sinon ça ne peut pas marcher, quoi. Mais Tiffaine, vous disiez lors d'une des remises de prix que les élèves vous avaient apporté beaucoup et que peut-être que vous n'auriez pas écrit le même livre si vous les aviez rencontrés avant. Moi, ça m'a frappé parce que c'est assez extraordinaire ce que vous dites là. D'abord, c'est inattendu, sincère, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, en fait, pour faire ces rencontres, celle-là et puis d'autres que j'ai faites hors du prix, j'ai rencontré plein de classes de lycée, de plein de milieux sociaux différents. Et du coup, ce qui était marquant, c'est que je trouve que leur façon de s'habiller ou tous ces trucs-là, en fait, ça change pas tant. Finalement, j'aurais pas pu deviner vraiment qui venait d'où, hors si j'avais pas vu le lycée, l'endroit où il était, etc. Tout le décorum, bien sûr, qui dit beaucoup, mais c'est plus que dans tous les lycées favorisés où j'ai été, à chaque fois, il y avait une ou deux personnes, un ou deux lycéens qui venaient à la fin et qui me faisaient lire, qui me lisaient la poésie qu'il avait faite, qui me montraient ses dessins et qui me demandaient le contact de mon éditeur, en gros. Ça veut dire qu'en gros, il y avait une opportunité pour eux, ils la saisissaient. Pas tous, mais toujours quelques-uns. Et dans les lycées de classe populaire, à chaque fois, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dessine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit, qui veut me montrer, qui a besoin qu'on en parle, etc. Et à chaque fois, il y avait personne qui disait rien. Il y a toujours un prof qui dit « Mais si, bidule, toi, tu es tout le temps en train de dessiner, on sait que tu écris, tu es tout le temps avec un crayon à la main, etc. » Et l'autre se cachait toujours derrière sa mèche de cheveux en disant « Pas du tout, je fais rien du tout, il n'y a personne. » Et ça, je trouvais ça vraiment frappant que ce soit systématique, en fait. Et du coup, ça donne vraiment envie de dire vas-y, en fait, comme tu as 15 ans, même si tu me montres, parce que dans les classes favorisées, ils pouvaient me montrer des poèmes. Il y en avait qui étaient super, il y en avait qui étaient nuls, des dessins pareils. Mais en fait, moi, ça m'est égal qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis juste hyper contente qu'ils fassent quelque chose. Ça me donne envie de passer du temps avec eux, en fait. Et quand on a 15 ans, on ne se rend pas compte de ça. Et du coup, c'est vraiment dommage. Je me dis, si on savait à 15 ans que quoi qu'on fasse, quand on le montre à un adulte, il est content, on gagnerait vraiment du temps. Vous avez rencontré beaucoup d'élèves. On les a vus très émus avec vous, Sophia.
Est-ce qu'ils écrivent tous de la poésie maintenant? On a l'impression que vous avez fait des émules. Hein. J'espère. Moi, si j'ai semé une seule graine, déjà, c'est déjà très bien. Il y a pas mal d'élèves. Moi, je donne toujours mon contact à la fin aussi, si ils et elles veulent garder mon contact pour me partager leurs textes. J'ai commencé à tisser comme ça des liens avec certaines personnes qui me font lire leurs textes. J'essaye bien sûr de composer avec le temps que j'ai, mais j'aime beaucoup ça parce que c'est exactement ce que tu dis, Tiffaine. C'est que nous, de toute façon, on ne peut pas forcément porter aussi un regard sur leur travail, mais déjà rien que la tentative de le faire. Moi, j'écris de la poésie. Franchement, une personne me dit, moi, j'écris de la poésie. Est-ce que vous pouvez regarder? Mais je lui dis, mais bien sûr, partage-moi ta voix et continue d'écrire. Je leur dis ça, continue d'écrire parce qu'on a besoin de vos voix. De toute façon, za'atar, c'est ça, hein, c'est un mélange de thym, de sésame, de sumac et de sel qu'on mange au Liban avec de l'huile d'olive. Il y en aura sur le stand de Bruno Doucet si vous voulez venir. J'ai ramené du za'atar. Je ne travaille pas pour le lobby du za'atar. Mais en fait, le za'atar est un mélange. Donc, c'est ce que je leur dis. Mélangez vos voix, travaillez ensemble, faites des ateliers d'écriture. Je leur dis ça. Organisez-vous en collectif. Asseyez-vous autour d'une table. Donnez-vous des consignes et écrivez. Et j'espère avoir semé un peu de graines. Oui, enfin, vous n'avez pas fait comme votre grand-mère, vous n'avez pas apporté le za'atar pour en lancer quelques grains pour nous porter bonheur. C'est pas très sympathique, ça. Mais j'ai ramené de l'huile d'olive de mon champ d'olivier du sud Liban. Du coup, j'ai mélangé le za'atar avec et j'ai ramené du pain. Voilà. En tout cas, vous avez... Non, mais alors juste quand même, parce qu'on ne peut pas lutter, hein, Tiffaine et moi, je veux dire, même à l'applaudimètre, hier, Sophia, elle arrive, c'est une rockstar. Les gamins, ils sont fous. Elle est entrée sur scène, ils étaient là à hurler et tout, mais parce qu'il y a une espèce de générosité comme ça qui est complètement dingue. Enfin, voilà, donc merci, quoi. Non, alors il y avait un truc quand même, en regardant, je me dis, c'est quand même génial. C'est les lycéens, lycéennes qui ont voté, qu'on choisit, et on a quand même 3 textes qui ont un fil rouge qui est vraiment genre affirmez votre singularité, dites votre voix, pétez toutes les cases, enfin sortez de ça, et je trouve que c'est vachement chouette de savoir qu'il y a peut-être au-delà au-delà des qualités de chaque bouquin, il y a quand même ce truc-là qui est dans nos trois ouvrages, qui dit, bah oui, en fait, on peut aller conquérir cette liberté et ne pas répondre uniquement aux injonctions et aller ailleurs et porter cette voix, être dans la singularité, se mélanger. Et ça, c'est génial. Mais c'est une leçon que vous donnez tous les 3, mais pas seulement aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes. Vous avez merveilleusement mélangé vos voix. On va arrêter cette rencontre ici, mais je voudrais juste préciser une chose. Hier, c'était un magnifique moment. C'était entre le Festival de Cannes et quoi? Et un concert de Taylor Swift. Exact, voilà. Grosso modo, c'était ça. C'était fabuleux. On a tous pleuré. C'est dommage que vous n'ayez pas été là, mais vous n'étiez pas conviés. Vous n'êtes pas des adolescents des lycées franciliens. Mais allez, en tout cas, juste, si je peux me permettre un conseil, continuez à écrire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous signez vos livres dans vos maisons d'édition respectives. Où est de Noël? Juste derrière, en stand A5, voilà, à 14h. Et Bruno Doucet, c'est dans le grand stand. C'est dans la région Île-de-France, c'est N21. Et la découverte Delcourt, vous êtes où, Moi, en fait, je ne serai pas là. Ah, vous ne serez pas là? Je suis désolée. Alors, c'est maintenant ou jamais. Elle part en vacances. Je pars en vacances. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir mélangé vos voix. Merci. Merci.